Eh bien, bonjour à tous. On reçoit aujourd'hui avec grand plaisir dans ce deuxième podcast Julien Sidbon. Donc, bonjour Julien. Salut Cédric, On est comment très ça va? content d'arriver à le faire. Ça va bien. On est bien là au soleil. On Ouais, sera tranquille pour discuter. Ça fait longtemps qu'on avait parlé exact, ouais. d'essayer de faire un podcast comme ça pour discuter de la dimension mentale dans le poker. Clairement, très important au poker. C'est un sujet qu'on voit traiter, mais pas, je pense, de manière continue. C'est souvent introduit sur des petites questions. Ouais. Et puis je sais que c'est un milieu où on cherche souvent la recette un petit peu, la formule. En fait, on cherche vraiment des micros-edge. Et l'edge, c'est la qualité supplémentaire, ce qu'on peut rajouter à notre performance, etc. Et je pense que dans le mental, il y a vraiment cette dimension-là qui est primordiale. Et c'est des petits détails. Et c'est vrai qu'on va pas souvent en profondeur là-dedans parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas forcément envie de révéler. Et il y a des choses où tout le monde travaille différemment aussi. Et puis c'est différent selon chacun aussi. Donc, Ouais, absolument. Et je pense que ce qui est super avec Julien, c'est que c'est quelqu'un qui a vraiment un parcours, en fait, une évolution depuis. Alors je vais rappeler quand même, dans les gens qui vont les écouter aujourd'hui, je pense que tout le monde n'est pas. Il y aura des passionnés, il y aura juste des amateurs, puis des gens qui connaissent pas grand-chose. Julien aujourd'hui, numéro 1 français depuis 2 ans. Tu me corriges, j'ai repris un petit peu les infos. Donc c'est 3,4 millions de dollars. J'ai même moi le chiffre en tournoi. oui, c'est ça. Ce qui Ce fait sont des gains bruts, il faut bien le stipuler, c'est qu'il y a les entrées de tournois qui sont payées aussi, ce qui fait qu'il y a une différence avec ce qu'on gagne aussi. Mais... C'est ça. Et puis ça te fait déjà que tu es déjà 21e français all-time, j'ai vu. Ah, ça c'est possible, ça j'ai pas regardé. C'est sur la Hendon, 21e all-time, et tu n'as que 40 ans. J'ai 40 ans, c'est vrai. Jeune homme, mais dans le poker, c'est plutôt, ça peut être un peu âgé aussi dans le poker. Ah, c'est vrai que c'est ça, on a une génération de jeunes. Exactement, maintenant les jeunes arrivent d'Internet et ils jouent depuis 18 ans. C'est vrai. Moi j'ai commencé, je devais avoir 28, 29 ans. Ça, t'es un joueur, j'allais dire, toi tu viens du live, t'es vraiment... Oui, je viens du live et j'ai démarré tard, dans le sens où moi j'ai vécu ma vie, je bossais en tant que comédien, donc j'avais beaucoup d'autres choses à faire que de jouer au poker, et j'ai connu le poker en jouant en live et tout avec des amis, et c'est venu comme ça, donc du coup j'ai forcément un peu de retard par rapport aux gens, mais je suis très content de... rattraper le retard. J'ai rattrapé il a plutôt bien rattrapé, ça va. Ça va. Et puis, passer de sportif aussi, si d'ailleurs on en parlera, moi c'est tout de suite quelque chose qui m'a marqué, mais de vrai sportif où tu as réfléchi à un moment donné à être sportif de haut niveau. Bien sûr, moi j'aurais aimé être footballeur professionnel, bien évidemment. Après, bien évidemment, est-ce que j'avais le niveau? Je sais pas. Est-ce que j'avais le talent pour? Je sais pas. Est-ce que j'avais la condition physique pour? Je ne sais pas. J'ai eu des blessures, et puis après ça fait partie de la vie, mais j'ai joué, oui, à un certain niveau assez longtemps, quoi. Mais en tout cas, t'avais, et ça moi j'ai tout de suite noté dans les quelques joueurs avec qui j'ai pu travailler poker, et il y avait une différence, c'était l'état d'esprit très rigoureux de sportif de haut niveau, avec vraiment ce côté tout de suite objectif, méthode, travail. Ouais. Aussi, mais c'est la dimension de compétition aussi qui est importante. Voilà, moi j'aime gagner, quoi. Ouais, c'est ça. Donc en fait, on finit deuxième, c'est bien, mais on n'a pas gagné, quoi. Voilà. Et donc c'est pour faire écho à une actualité récente. En plus, voilà, c'est vrai. On va signaler. Nous sommes en train d'enregistrer au lendemain d'une. Oui. Alors, pour beaucoup de gens dans le monde normal, quand on fait une deuxième place à 64 000 euros, c'est ça, ouais. Généralement, on est plutôt satisfait. Sur 615 joueurs, quoi. Voilà. Combien? Sur 615 joueurs. Sur 615 joueurs, exceptionnel. C'est top. Ouais. C'est extraordinaire. Et puis quand même la petite déception du compétiteur. Bien évidemment, c'est cette dimension-là dans ce jeu-là. On trouvera toujours des choses qui ne vont pas parce qu'on n'a pas gagné. Et même quand on gagne, on va toujours trouver des trucs. On aurait pu me faire mieux ça. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait ci, pas fait ça? Après, c'est aussi parce que je suis perfectionniste, qui peut être aussi un énorme défaut. Mais ça peut être aussi une qualité parfois pour la remise en question et tout ça. Mais forcément, on est toujours un peu déçu. Mais il faut quand même relativiser et savourer la victoire, parce que quand même finir deuxième, c'est quand même une belle victoire. Ouais, voilà, c'est important de s'en rendre compte. Et puis bon, je termine. T'es passé pro sponsorisé depuis récemment, octobre. Fin d'année dernière. Fin d'année dernière, c'est ça, Winamax. Enfin, j'étais déjà professionnel, mais sponsorisé depuis fin d'année dernière. Et puis, dernier chiffre que j'avais vu, qui a dû encore changer du coup, mais totalement ahurissant. Et ça, tu vas me suivre, parce que bon, pour le coup, faut appréhender le poker pour voir à quel point ce chiffre est ahurissant. Tu as fait 96 finales et 24 victoires depuis 2012. C'est ce qu'on m'a dit récemment. Ouais. Alors donc du coup depuis ça a dû augmenter, parce que moi j'ai pris ça vient d'octobre 2023 cette stat. Du coup j'ai dû faire 4 tables finales de plus. Ouais. Donc on est à 100 finales.
Et hélas, pour toujours 24, j'ai pas fait la 25e. Voilà. Oh là là. Non, mais ça aurait été bien, un quart de finale, un quart de victoire, c'est pas mal quand même. Et quand même, expliquer Ouais, aux gens qui suivent un peu le poker ou ceux qui suivent très peu, c'est des chiffres qui n'existent pas. Enfin, c'est très 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 rare de faire autant de finales et autant de victoires surtout. Parce que Ouais, c'est assez compliqué, ouais, je suis assez d'accord. Après, c'est dépendant aussi du field qu'on joue. Si on joue des tournois de 50 joueurs ou des tournois de 600 joueurs, c'est pas la même chose, ou de 3000 joueurs. Mais j'ai fait un peu de tout, bien évidemment. Après, voilà, je sais pas exactement, j'ai pas regardé, mais je pense que c'est un chiffre quand même qui, oui, c'est assez important. Ouais. C'est significatif. Alors écoute, on va commencer. Avec plaisir. Alors j'ai listé tout un tas de trucs, il y a plein de sujets passionnants sur l'aspect mental, mais toi déjà, c'est quoi ta rencontre avec le mental dans le poker? Comment tu as commencé à t'intéresser à ça, puis à prendre ça en considération? Ok, alors moi c'est particulier, donc on était en fin 2017, donc j'ai un ami qui a dit ouais, j'ai rencontré quelqu'un, je bosse avec un coach mental, ce monsieur ici, vous pouvez tous le saluer. Vous me posez souvent la question après les podcasts. Oui, vous pouvez également vous faire accompagner avec grand plaisir, que vous soyez sportif, joueur de poker ou joueur d'échecs. N'hésitez pas à me contacter pour ce faire. Vous pouvez aller sur mon site elitementalconsult.fr ou alors en me contactant via mon Instagram en message privé. À bientôt. Et il m'a dit ça serait vraiment cool que tu discutes avec lui, parce que moi j'étais dans une phase un peu délicate où je jouais au poker pour le plaisir, je gagnais, je perdais, c'est pas que je m'en foutais, mais tant que je perdais pas d'argent sur le long terme, je me disais bah ça va, c'est cool. C'était une sorte de hobby. Et quand je t'ai contacté, mon truc c'était comment est-ce que je bascule dans ma tête pour me dire je suis professionnel. Et donc mon accès au mental a été lié à ça, de ce truc de me dire je suis pas là pour m'amuser, je suis là pour gagner. Et donc comment je me professionnalise. Et donc j'avais une discussion avec ma copine qui me disait voilà, fais-le, tente. Il y avait une problématique d'imposition en France à l'époque, c'est-à-dire que moi je gagnais un petit peu, donc je déclarais ça. On avait une sorte d'épée de Damoclès au-dessus de la tête en se disant si je gagne beaucoup, comment est-ce que je fais, ça va me coûter ça et c'est dur de gagner, etc. Et donc j'ai décidé d'emménager à Londres et on a démarré comme ça ensemble, où on a commencé à travailler tous les deux du coup en, je dirais, fin 2017, début 2018 quoi. On avait décidé de faire sur 6 mois, 1 an, et on avait bossé sur une année. Donc toute cette année 2018 qui a été entre guillemets l'intronisation au travail mental avec toi quoi. Et du coup, toi, quand tu as commencé à prendre cette considération-là, tu dirais qu'est-ce que ça a changé dans un premier temps dans ton approche du jeu, dans ta en fait, là, ce qui a vraiment changé dans l'approche du jeu, c'est que je n'étais plus là, c'était plus un hobby quoi. Je suis pas ici en train de jouer au foot, je suis pas ici au cinéma quoi. Je viens pour jouer et donc pour performer et donc pour gagner. Donc il y a plus de ah vas-y c'est pas grave ce coup-là, on s'en fout, ah vas-y je jette, c'est pas grave, de toute façon j'ai perdu, je m'en fous, ah vas-y je m'amuse. Ah mais de toute façon moi je suis pas professionnel, moi je viens pour m'amuser, moi je joue comme ci, je joue comme ça. C'était vraiment un truc d'assumer et je veux gagner de l'argent avec ça parce que je veux que ce soit mon métier. Et donc quand on dit un métier, on gagne de l'argent, c'est son travail quoi. Donc à la fin, il faut payer les factures et il faut aussi assumer ce statut-là et donc pour ça, il faut l'ancrer mentalement et trouver la facilité de le faire et le travail pour quoi. Ok. Du coup, toi, bon, on va pas rentrer dans les détails de ce qu'on a pu travailler ensemble. Bien sûr. Mais moi, je suis psychologue et préparateur mental, mais je me présente avant tout comme psychologue parce que c'est mes études, c'est mon titre, etc. Et donc, je m'intéresse à l'humain, je m'intéresse à comment il fonctionne. Comment tu différencies justement pour toi cette idée de la préparation mentale et l'idée du travail sur soi? Est-ce que c'est des choses distinctes? Ce sont des choses distinctes, mais l'un ne va pas sans l'autre. Et en fait, c'est ce que j'essaie d'expliquer à des gens quand ils me disent « Ouais, je pense qu'il faut que je travaille mentalement, mais j'hésite, etc. » Tu ne peux pas travailler avec un préparateur mental ou psychologue du sport ou coach, ce que j'appelle coach mental, si tu n'es pas prêt à t'ouvrir et à te livrer à 100%. Ça, c'est tellement essentiel ce que tu dis. C'est primordial. Si tu n'es pas capable d'accepter tes failles, d'accepter tes faiblesses et de voir qu'est-ce qui entraîne, parce que tu vas faire des erreurs en tournoi parce que c'est des trucs dans ta vie que tu n'as pas géré. Un manque de confiance en soi, un excès de confiance ou plein d'autres choses. Donc si tu n'es pas ouvert et à même d'accepter que quelqu'un rentre et regarde ce qui se passe chez toi, tu ne peux pas faire ce travail-là. Donc c'est ça en fait. Du coup, c'est une posture, j'allais dire, on revient à ce profil un peu sportif, d'humilité, d'être prêt à apprendre, d'être prêt à écouter. C'est surtout et très loin des clichés, il faut être super confiant. Non, bien sûr que non. Et ça, on va le découvrir au fur et à mesure du travail. Parce que c'est au fur et à mesure du travail que en grattant et en cherchant, tu te rends compte de ce qu'on appelle les leaks, c'est-à-dire les défauts. Tu te rends compte de ce que tu fais bien et ce que tu fais mal et comment est-ce que tu peux changer ça. Et quelles sont les clés pour avancer. Et les clés, ok, on a beau être fort, on a beau être intelligent parce que dans ces milieux-là, on est forcément des gens un peu intelligents, un peu plus intelligents, ou j'en sais rien, je cherche pas à dénigrer d'autres ou quoi, mais on a ces capacités-là, mais il faut accepter que le regard de l'autre, il voit quelque chose de différent. C'est-à-dire qu'il a ce recul sur toi. Tu vas lui dire des choses qui vont faire écho, et puis les psychologues du sport, comme toi ou d'autres, ou les gens qui coachent mentalement, ont ce recul-là, ont vu des différents
personnes, différents profils, différentes patterns. Ouais. Et donc, ils se rendent compte et ils peuvent te dire, bah, tu vois, ça, moi, je l'ai déjà vu et je le sais. Moi, personnellement, j'ai déjà, entre guillemets, coaché mentalement quelques joueurs. Mais pourquoi? Parce que j'ai déjà fait ce travail pendant longtemps avec toi, avec d'autres, et que je suis allé loin et que je me rends compte de toutes les failles qu'on a dans ce milieu-là et dans ce jeu-là. Donc, j'arrive plus facilement à les cerner et à le voir chez l'autre plus facilement que je ne peux le voir chez moi et le résoudre chez moi. C'est toujours pareil. Cordonnier mal chaussé, c'est toujours la même chose. Tu absolument, vois. absolument. Voilà. Mais d'ailleurs, je parle de moi 2 secondes, mais c'est vrai aussi. C'est-à-dire, lorsque tu travailles au niveau psy, tu dois être capable, on dit, les psys, c'est les premiers qui devraient être accompagnés parce que Bien sûr. tu dois comprendre aussi, toi, ce que tu projettes. Et personnellement, j'ai passé ma vie à apprendre, dans le sport plus particulièrement, de mes erreurs, de mes comportements, de mes ajustements, Bien etc. sûr. Et je pense que c'est la même chose. Il y a quelque chose de très important dans ce que tu dis pour quelqu'un, voilà, dont on vient citer le palmarès qui a ton niveau, c'est la capacité à pouvoir être remis en question, à être... Tu ne peux pas gagner si tu ne te remets pas en question. Ouais, c'est ça. Impossible. Ouais. Et en fait, donc, je travaillais, donc, du coup, maintenant, je suis sponsorisé par Winamax et on travaille sur la prépa mentale avec Stéphane Matteux, qui est du coup le coach et manager chez Winamax. Et il nous montrait des vidéos de Federer. Il disait qu'il venait de gagner, mais qu'est-ce qu'il fait? Il se remettait en question, il se demandait pourquoi il avait mal fait ça, qu'est-ce qui fait que. Et c'est dans la victoire qu'il faut aussi se remettre en question. C'est pas que dans l'échec. Oui. L'échec est primordial pour avancer, mais dans la victoire, tu dois aussi chercher des choses. Et tous les sportifs de haut niveau te le diront, tous les tops du sport, que ce soit Ronaldo, que ce soit Messi, que bon, je me compare pas à ces gens-là, mais on est à un niveau d'exigence et de qualité et de performance. Si tu ne te remets pas en question, tu ne peux pas gagner. Ouais. Tu ne peux pas gagner. Les étapes que tu penses avoir passées, toi, pour progresser au niveau mental. C'est-à-dire, si tu regardes toi en arrière, le Julien de 2017, tu dis, et aujourd'hui, qu'est-ce que tu as l'impression, quelles sont les étapes que tu as franchies, tu as l'impression, au niveau du mental? Première étape que j'ai franchie, c'est d'accepter d'être professionnel. Deuxième étape que j'ai franchie, c'est d'accepter de me dire que c'est un travail comme un autre. Il y a des entrées, des sorties. C'est une gestion d'entreprise. Je perds ça, je gagne ça, à la fin de l'année, je suis gagnant de ça, j'ai bien fait mon travail. Troisième étape, la reconnaissance de ce jeu comme un travail via les proches, la famille, des gens que je rencontre aussi. Après, j'en discutais avec ma copine parce que voilà, ses parents, par exemple, regardent mes TF, mes parents regardent les TF, des amis regardent les TF, mais en fait, j'ai la chance de réussir. Donc c'est facile parce qu'on parle quand même d'un milieu d'argent, un milieu qui paraît entre guillemets sale dans l'esprit des gens, les milieux de vice, les milieux il y a des meurtres, enfin, on voit ça trop loin alors que pour moi c'est un milieu de compétition et de sport de haut niveau. Donc après c'est vraiment à échelonner et à voir comment on le ressent. Mais je pense que j'arrive à transmettre cette chose-là on peut avoir une bonne qualité de vie, on peut avoir une bonne hygiène de vie, on peut être quelqu'un de cool, de sympa et pas la tête dans le sol parce que la problématique du poker, c'est qu'il y a beaucoup de très hauts et beaucoup de très bas. Ouais. Et c'est ce que les gens arrivent le moins à gérer. Pas les très hauts, parce que tout le monde kiffe les très hauts, mais les très très bas, c'est là où c'est compliqué. T'allais venir. Oui, j'allais venir. C'était une des questions que j'avais listées. Ouais. Ça va avec, c'est-à-dire à la fois dans la vie, mais à la fois aussi, là, si on rentre plus précisément dans la gestion mentale, là, on parle de la variance dans la vie, c'est-à-dire c'est un jeu, on va expliquer ce que c'est la variance pour ceux qui ne connaissent pas. La variance, c'est vraiment l'idée qu'il y aura des hauts et des bas, et que c'est inhérent à la pratique même de ce... C'est surtout que c'est un jeu de probabilité de statistique, et en gros, il y a plein de coups où ça va être 70% de chance de gagner, 30% de chance de perdre, et 80%, 20%, donc il y a toujours des moments où on est censé être favori, mais on va finir par perdre. Donc c'est ça la variance du jeu, c'est les mathématiques qui font que voilà, ça peut arriver longtemps dans le même sens, donc c'est inhérent à ce jeu. Donc, voilà, ça par exemple, tu vois, le fait d'avoir travaillé mentalement, je sais. C'est-à-dire que je sais, j'ai 2 rois, il a 2 dames, il va y avoir la dame qui va sortir, ça fait partie inhérente du jeu. Je n'ai pas fait d'erreur, je passe à autre chose, on n'en parle plus, tu vois. Ça, c'est un point vraiment intéressant pour moi. Alors, ça me permet d'ouvrir le chapitre concentration, qui est justement cette notion d'injustice. Moi, j'avais noté ça, qui va un peu avec cette notion de variance, un peu avec cette notion d'injustice. Et je sais, pour en avoir parlé avec des joueurs plus amateurs, avec des amis qui sont fans de poker, etc. Mais aussi d'un joueur à l'autre. Ce qui m'a vraiment bluffé sur les meilleurs joueurs avec lesquels j'ai bossé, dont toi, c'est cette capacité à digérer ce qu'on appelle les bad beats. C'est-à-dire ce qu'il vient d'expliquer, tu as 80-90% de chance et boum, tu perds ce coup-là. Et chez les pros, ce qui m'a tout de suite scotché, parce que moi, pareil, j'étais joueur amateur, je voyais ça, très très difficile, j'ai tout bien fait. Et c'est ce rapport à l'injustice, c'est-à-dire dans le sport, t'as tout bien fait, t'es tennisman, t'as construit ton point, t'arrives à la volée, tu mets la balle dans le court, t'as gagné le point. Là, c'est t'as tout bien fait et tu perds. Et vous, les top pros,
capacité à être uniquement sur « Ah bah le choix était bon, tout était bon ». L'impression des fois que… alors vous êtes humain, j'imagine des fois ça pique. Bien sûr mais, que ça pique. Heureusement que ça pique, on est des humains. Alors ça, voilà, concrètement, je pense que ça intéressera beaucoup de monde. Comment tu fais? Comment est-ce que je fais? En fait, il s'est passé quelque chose dans ma vie en tant que joueur de poker. C'est-à-dire que j'ai vécu un énorme bad beat pour moi. Donc, ce qu'on appelle un bad beat, c'est un coup malchanceux. Ouais. Et c'est un bad beat qui m'a énormément marqué. Et je m'en rappelle très bien. Et en gros, on était à Las Vegas, au WSOP, sur le main event. C'était mon premier main event, mon premier Las Vegas. On était en 2016, donc avant que je décide de professionnaliser. J'étais parti avec un de mes meilleurs amis. Il avait fait des WSOP magnifiques et moi, je perdais tous mes tournois. Et j'étais trop content pour lui, c'était top, c'était vraiment génial. Et donc, je me suis dit, bah vas-y, comme il a un peu gagné, on avait des échanges de pourcentage. Je me dis, allez, je me fais le main event quand même, etc. Et j'ai une journée catastrophique et on est en milieu de jour 2 et je me dis, putain, je suis bien revenu, j'ai 35 blindes. Désolé pour ceux qui ne comprennent pas forcément le poker, mais ça parlera à certains. En gros, j'ai paire de valet, il y a une relance, quelqu'un paye et je paye en grosse blinde avec mon paire de valet. Et le flop vient valet 9-2 avec 2 carreaux. Un premier joueur mise, le deuxième relance et je me dis, ah, c'est génial, il doit avoir une grosse main, je fais tapis. Et il me paye avec paire de 9. Donc valet 9-2, j'ai brelan de valet, la brelan de 9. Quoi, 5%? Et donc, il joue plus qu'une seule carte pour gagner, c'est-à-dire un 9. Donc il a à peu près 4%, quelque chose comme ça. Et arrive le 9. Et là, il sourit, il me check, il me dit bien joué et tout. Et moi, je suis là, je le check et j'ai l'impression qu'on m'a mis un uppercut. C'est-à-dire que je me lève. C'est d'une violence terrible. Voilà. Clairement, je me lève, je titube. Je marche. Chaos. Je marche, je déambule. Et en gros, il y a, avec la Las Vegas qu'il y avait avant, c'est derrière la sortie, il y avait un terrain de basket. Et en gros, j'étais là, je prenais la balle de basket et je shootais comme ça. Et j'avais une envie de vomir et de pleurer en même temps. Et dans ma vie, je n'avais jamais ressenti cette sensation, mais c'était un truc vraiment viscéral. Je voulais vomir et pleurer en même temps. Et quand j'ai ressenti ça, genre peut-être 1 heure ou 2 heures après, je me suis dit, mais je veux pas ressentir ça. Pourquoi est-ce que je dois m'infliger ça? Qu'est-ce qui fait que? Et avec les années et avec le temps, en ayant compris cette variance et la possibilité que ça arrive, je me suis dit, je ne veux plus jamais ressentir cette sensation-là. Et je n'ai plus jamais ressenti cette sensation-là. C'est de l'ordre de la décision, quasiment, ce que tu expliques. C'est de l'ordre de la décision. C'est-à-dire qu'en fait, je suis quelqu'un de très… Ouais. Et ça m'a trop touché, ça m'a fait trop mal. Ouais. Je ne peux pas continuer à jouer 10 ans, 15 ans, 20 ans en ayant mal comme ça. Ouais. Et je ne peux rien faire, je ne peux pas changer les cartes. Je vais perdre ce coup-là encore peut-être 10 fois. Sur un tournoi, le tournoi le plus cher que j'ai joué, à 25 000 à Monaco l'année dernière, on n'est plus que 50, il y a 40 payés. J'ai 100 blindes, j'ai paire d'as, 100 blindes, c'est énormissime. Ouais. La paire de roi, il me fait tapis, je paye et il fait le roi. Bien sûr que ça m'a touché. J'ai tapé la table, j'ai dit bien joué, je suis parti et je suis passé à autre chose. Je ne peux plus rien y faire. J'ai pris la bonne décision, bien évidemment. Je me disais, si j'avais gagné, j'aurais eu 200 blindes. Il y avait 1 million d'euros à la gagne. Je me suis dit, ça aurait changé tout, bien évidemment. Mais dans un cas contraire, peut-être qu'avant, j'avais eu paire de valet contre paire de dames et j'avais gagné le valet. Et en fait, c'est ce qui va se passer tout au long de notre carrière. On va avoir des coups qui vont nous faire gagner quand on va commencer derrière et finir devant et vice-versa. Oui, on dit toujours, on oublie, le joueur de poker a tendance à se rappeler beaucoup plus des bad beats que des coups où c'était lui qui était de l'autre côté de la barrière. Alors que ça se trouve, on gagne plus de coups, on est derrière. J'en sais rien. Moi, j'ai un jeu qui limite la variance, donc je vais faire en sorte de prendre le moins de risques possible. Mais ça va arriver quand même. Et bien évidemment que j'ai gagné des coups qui me font gagner. Et cette année, j'ai gagné un bracelet de champion du monde et j'ai gagné un coup As-10 de cœur contre 2 As. Voilà. Ouais. Bah, tout le monde dira quelle chance, quel chatard. Mais avant, j'avais perdu ça, j'avais perdu ci, j'avais perdu ça. Et moi, je me rappelle de ces coups-là que j'ai gagnés aussi parce que c'est comme ça qu'on relativise aussi. La mémoire aussi, justement, c'est ça, de se dire, attends, là, dès que tu as chaté un coup, dès que tu étais derrière, etc., d'arriver à prendre conscience de, comme tu le mets dans le memory bank, pour se rappeler plus tard dans le bad beat que ça s'équilibre, ou c'est censé s'équilibrer, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui te diront ça ne s'équilibre pas. Il y en a qui te diront moi je suis plus malchanceux que d'autres. Mais tout le monde te dira ça. Je ne connais pas un joueur qui dira que je suis plus chanceux que malchanceux. Ça n'existe pas. D'accord. Ça n'existe pas. Mais ça n'existe pas parce que qu'est-ce qui nous touche le plus? C'est les bad beats. On n'est pas touché par les coups qu'on a gagnés, on ne se rappelle même plus qu'on a chaté. Parce que c'est quotidien. Et par contre, tu vois, si tu es à même d'avoir le recul nécessaire pour te dire, il y a des sessions, tu vas le sentir, où bah, ouais, tu as vraiment eu beaucoup moins de chance ou beaucoup plus de chance. C'est ce qu'on appelle le run. Mais le run de toute une vie, on ne peut pas le savoir. Enfin, c'est très compliqué à conditionner, à gérer. Quoi. Très, très, très intéressant. Du coup, de la même manière, quand on est… Alors là, c'est plus pour les gens qui veulent vraiment se lancer dans le poker, on va dire professionnellement, ou qui essayent de devenir professionnel. Lorsque la variance est du mauvais côté pour toi et que tu veux devenir professionnel, alors tu dis, toi,
entre guillemets, tu as eu la chance, mais je pense pas que c'est de la chance, hein, voilà, que ta carrière décolle et réussir. Enfin, t'es l'exemple de la réussite aujourd'hui, on va dire, d'un modèle qui réussit. Voilà. Bien sûr. L'immense majorité, c'est pas le cas. Ouais. Je sais pas c'est quoi les chiffres, mais je crois que. Je sais pas du tout, mais en Poker Live, ça doit être 95-5. Voilà, j'allais dire la même chose. Je pense que voilà, c'est une infime minorité qui en live, arrive, online, pas du tout. Oui, Online, ça s'équilibre. Comment tu gères lorsque d'un point de vue carrière, c'est-à-dire tes comptes commencent à être dans le rouge, voilà, c'est pas seulement que tu gagnes pas de l'argent, mais tu n'arrêtes pas d'en perdre. Ça doit être là pour le coup, tu prends ce que dit les fameux uppercuts. Bien sûr. Comment ça t'est déjà arrivé d'avoir des périodes comme ça de bad run où tu perds et que financièrement ça commence à être lourd En fait, je sais pas si j'ai une problématique que j'ai ou si j'ai une qualité, mais ça m'est très très peu arrivé. Ok. Parce que j'essaie de limiter la variance et quand je perds, j'essaie de jouer moins cher, donc j'essaie d'équilibrer ça. Tu t'adaptes. Ouais. Ou alors je joue plus cher, mais que quand j'ai gagné avant. Du coup, je suis moins impacté par ce que je vais perdre parce que c'est déterminé. C'est ma gestion de bankroll. Mais ça, c'est la rigueur. Rigueur par rapport à ce que tu peux et ne peux pas clairement. jouer. En fait, c'est clairement qu'est-ce qui t'atteint et qu'est-ce qui ne t'atteint pas. Il faut se connaître en fait. L'important, c'est de se connaître. Et pour revenir à ce que tu disais, j'ai eu une fin d'année dernière difficile. C'est-à-dire que ça s'est tellement bien passé toute l'année, je me suis retrouvé à la fin sur les rotules à forcer et à me dire ouais, j'ai encore envie, je veux encore, je veux bien faire et il y a ça, mais je peux pas aller à Vegas, je suis trop mort, mais je vais quand même à Prague et je joue le 10 000, mais quand même parce que si je veux bien finir l'année, je veux finir numéro 1 français et je suis 2e en ce moment et 3e, je vais peut-être. Et en fait, tout ça, il faut apprendre à se connaître. Il faut savoir à quel point on peut. Et donc moi là, je vais pas dire. Les gens vont dire ouais, mais t'as mal run, c'est la variance, t'as perdu. Je vais donner des chiffres, on s'en fout, 100 000 ou 150 000, c'est pas le problème des chiffres en fait. Mais en fait, moi à l'instant T, qu'est-ce que je me dis ? Je me dis pas bon, c'est la variance. Je sais qu'il y a de la variance, mais je me dis juste que j'ai pas été à la hauteur dans le sens où j'étais un peu fatigué, j'étais pas à 100% de ma capacité. Donc, est-ce que si j'étais à 100% de ma capacité, j'aurais autant perdu ? Je ne sais pas, peut-être moins. Peut-être que j'aurais limité ce mauvais run et cette variance-là, ou alors moins joué. En fait, c'est des choses de ressenti. Donc, je pense véritablement qu'il y a des périodes de run, que la variance joue forcément, mais qu'on peut toujours atténuer ça, on peut toujours réussir à prendre la vague. Après, peut-être que j'ai été très chanceux aussi, donc je peux pas. Mais... Ça t'a déjà impacté dans ta confiance ? Oui, ça a peu impacté dans la confiance. En gros, je suis à une sorte de tournant où je viens de faire 2 années magnifiques. Je signe chez Winamax, j'arrive sur une fin d'année où je suis sur les rotules, j'ai encore envie de bien faire et ça se passe pas très bien. Alors que c'est le moment où tu as encore plus envie de prouver, entre guillemets, si on peut. Faut pas se mentir parce que c'est quand même un milieu de reconnaissance. C'est un milieu de niche où il y a très peu de gens qui gagnent. Donc, quand tu es un peu mis en avant, t'as pas envie qu'on se dise « Ah, bah ouais, lui, il est là, bah ouais, il a chaté 1 fois, 2 fois, 3 fois, ça y est. » T'as envie de prouver ta régularité sur le long terme, que c'est pas dû au hasard que tu es là. Donc, il y a un moment où tu fais ça pour les autres et un moment où tu le fais pour toi. Il faut réussir à comprendre et à trouver ce truc de pourquoi est-ce qu'on joue. Ce qu'on appelle le fameux why dans le poker, c'est primordial. Le why dans la vie, dans les choix psychologiques, dans tout ce que tu veux. Et à partir du moment où tu trouves ça, tu peux déterminer tes objectifs. Et donc, quand ça se passe un peu moins bien, tu te recentres sur pourquoi est-ce que tu fais ça, sur qu'est-ce que tu as d'autre dans ta vie, qu'est-ce que tu aimes aussi. Il faut s'équilibrer en fait. L'équilibre est primordial. Et au final, tu es impacté à un instant T, mais quand tu sais que tu es performant, quand tu as cette soif de gagner, ça arrive derrière, quoi. Tu te remets en question, tu te reposes et tu retournes au bureau, quoi. Tu as dit quelque chose, moi, qui me paraît tellement essentiel dans ce que je fais avec tous les sportifs. Ça fait vraiment longtemps que j'ai travaillé avec beaucoup de sportifs et quoi qu'il arrive, on part de la question du sens de la pratique. Et d'une manière ou l'autre, je vois avec les sportifs, on avance, on met en place des fois des outils, on met en place des fois des stratégies pour les aider à contrôler des émotions, on parlera aussi pour essayer d'être plus focus, de gérer la tensionnalité, de gérer la fatigue, etc. Et à un moment ou l'autre, on est toujours obligé de revenir sur le sens. Ce que je me suis rendu compte, c'est qu'à un moment ou l'autre, il faut toujours rappeler pourquoi on fait ça. Pourquoi on fait ça et est-ce qu'on est toujours en train de le faire pour les bonnes raisons ? Est-ce qu'on n'est pas rattrapé par d'autres choses ? Parce qu'évidemment, on évolue en fonction des réussites et des échecs. Et c'est quelque chose, et c'est là où j'en viens, c'est je suis toujours avec mon bâton de pèlerin, mais d'où l'importance pour moi des psychologues, enfin des préparateurs mentaux qui ont une vraie formation en psychologie, voire qui sont psychologues, ça me paraît quand même mieux, parce qu'on travaille sur l'humain, on travaille sur l'individu, on travaille sur le psychisme, on travaille des fois sur des failles, des choses compliquées, des traumas, que sais-je.
et cette question, on va dire un peu existentielle de pourquoi on fait les choses, même si la réponse est je fais ça pour l'argent, pour gagner ma vie, mais ok, voilà, de quelle manière et comment et qu'est-ce que je veux qu'il y ait d'autre dans ma vie. Voilà, tout ça tu viens de le nommer, c'est-à-dire vraiment cette question du sens, c'est cette question de l'équilibre. Et moi c'est au cœur de ma pratique, la notion d'équilibre, c'est-à-dire sur ce qu'on fait dans le cadre de la pratique sportive, on va assimiler le poker à un sport, même si c'est pas un sport, mais et de ce qui se passe. Comme un sport. Voilà, c'est un débat du coup. Oui, bien sûr. Mais je pense que toi, tu l'abordes totalement comme un sport et comme une pratique sportive. Ouais, bon, c'est pas la question. Après, c'est plus une question de sémantique. J'ai du mal à considérer que c'est un sport, justement par rapport à l'exemple que je donnais sur le tennis, justement sur le côté, tu peux tout bien faire et perdre. C'est plus compliqué dans n'importe quel autre sport, je trouve. Donc c'est en ça que ça distingue. Je peux dire, c'est tu peux tout bien faire, mais celui d'en face, il peut faire mieux que toi aussi et gagner ce point-là, par exemple. Oui, tu ne feras pas d'erreur, mais lui non plus aussi. Dans les bad beats, c'est pas le cas. Ouais, c'est ça qui me dérange. C'est-à-dire que tu peux parfaitement te préparer. Voilà, la notion d'injustice par rapport à ce que tu as mis en. C'est ça qui me bloque, moi, dans le. Et toi, je serais plus enclin à le dire sur les échecs. Justement, il y a une espèce d'équité. C'est ce que j'aime dans le sport, d'ailleurs. Et je crois, moi, c'est d'ailleurs ce qui. Et d'ailleurs. Le plus difficile mentalement à gérer pour les joueurs, c'est cette notion d'injustice. Clairement. Ils n'ont pas de mal à... Alors même si des fois ils vont mettre l'injustice un peu sur tout, je pense que ça c'est plus des joueurs... c'est sûr, un peu plus amateurs. Plus amateurs, qui vont dire c'est pas eu de bol parce que j'ai eu 2 rois, il a eu 2 as. Oui, bon... oui, bien sûr, ça je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il n'y a même pas de débat à avoir sur ça. C'est ça. Cette question du sens, j'y reviens. Est-ce que c'est quelque chose, c'est du sens et du coup de l'équilibre que j'ai par rapport à cette pratique-là, est-ce que c'est quelque chose qui est difficile, qui en tout cas qui est essentiel, tu viens de le dire, mais est-ce que c'est difficile à gérer, à redéfinir Ouais, parce que moi on avait fait cette recherche sur le sens, je l'ai refait plusieurs fois tout seul aussi, parce que ça évolue, parce que aussi quand par exemple t'as un but ou t'as des objectifs qui vont avec le sens, tu vois, parce que tu parles de l'objectif, tu peux atteindre tes objectifs aussi. Donc il faut redéfinir ces objectifs-là, il faut aussi, pour moi, le sens est primordial pour réussir. Et l'équilibre est encore plus important pour être heureux. C'est une vraie différence. Et tu viens de dire le terme, c'est-à-dire, est-ce que c'est forcément... Il y a des joueurs, toi tu as dû en connaître, est-ce que commencer à gagner, et dans le poker on peut gagner énormément d'argent, est-ce que cette réussite est forcément synonyme du bonheur? Pas du tout. Je ne pense pas, j'en suis persuadé que non. Je dis pas forcément pour moi ou pas pour moi, mais... On a tous des profils différents. Moi, je sais ce qui me plaît. Et en fait, il faut voir que dans le poker, il y a énormément d'adrénaline. La compétition, l'adrénaline, ces moments-là, c'est très, très dur de les ressentir ailleurs. Donc, en fait, qu'est-ce que le bonheur? Qu'est-ce qu'être heureux? En fait, c'est un débat qui est sans fin. Mais l'argent ne fera pas forcément le bonheur de chacun. Surtout qu'on voit que des joueurs se perdent. C'est-à-dire des joueurs qui se mettent à gagner beaucoup d'argent. Bien sûr. Et c'est la question où j'y viens. C'est-à-dire qu'il y a un rapport à l'argent. Voilà, là on a eu un podcast la dernière fois avec un autre Julien, apparemment, on s'appelle Julien, on déchire quelle que soit l'activité. Ça fonctionne pas mal. Ça fonctionne bien apparemment. Merci papa, merci maman. C'est ça. Et l'argent est minimaliste dans les échecs. Donc on est vraiment sur une quête personnelle et de s'accomplir et de chercher des titres, de reconnaissance, etc. Mais dans le poker, du jour au lendemain, on peut passer vraiment de broke, un multimillionnaire, à millionnaire ou multimillionnaire. Et on sait que ça fait complètement... Si on n'a pas l'équilibre autour, clairement, tu as dû en voir où ça part totalement en sucette, où ça s'effondre et que... Et justement, ça s'effondre très vite. Ce rapport à l'argent aussi, c'est dépendant de comment tu as été éduqué, de comment tu as vécu ta jeunesse, où tu as vécu tes premières années, tes premiers gains, et ce que tu gagnes en fait. Moi, j'estime être quelqu'un qui a un rapport très sain à l'argent. Et demain, que je gagne un énorme tournoi ou que j'en perde 3, ça ne changera rien à ma vie. Je ne changerai rien à ce que je fais. C'est une sorte de confort financier qui me permet d'être heureux et de vivre mon quotidien comme je le souhaite. Mais j'ai la chance d'avoir déjà assez d'argent et assez gagné d'argent. C'est un gros piège, ça justement, c'est... on voit des joueurs qui commencent à gagner de l'argent, on a l'impression que leur style de vie change totalement. Alors ça vient les voitures et les trucs et puis. Mais peut-être qu'ils le souhaitent et peut-être qu'ils estiment que eux ça leur fait plaisir. Il y a des gens qui ont besoin de montrer aussi. Moi je suis pas quelqu'un qui ait forcément besoin de montrer. Donc en fait j'ai cette chance-là, cette facilité-là. Demain je gagne 1 million, je vais pas aller m'acheter une Porsche ou une Ferrari. Je m'en fous complet quoi. Je vais vivre comme je le fais, sans me soucier de rien en fait. Et c'est moi ce qui me plaît dans ce jeu-là. Déjà c'est cette liberté. La liberté de décider quand travailler ou ne pas travailler et la liberté de faire ce que je veux de mon argent quand je le souhaite et d'avoir la chance demain si je veux partir 1 semaine ou 2 semaines en vacances de pas me dire est-ce que je peux me le permettre ou pas. Je le fais et je continue et c'est cette chance-là que j'ai
qui est lié à ce que je fais au poker et qui fait que je réussis aussi. Et je rebondis là-dessus. Moi, c'est toujours quelque chose. Alors, c'est aussi une question, des fois, qu'on a beaucoup débattu. Moi, personnellement, je sais qu'en tant que joueur amateur, c'était une énorme limite chez moi. Je sais que je n'aurais pas pu passer à un certain stade. C'est ce rapport à l'argent. Bien sûr. On dit, pour être un bon joueur, il faut être détaché de l'argent. Il faut. Et concrètement, je pense que quand ça dépassait, alors c'est toujours pareil, moi j'ai jamais tenté l'aventure d'être professionnel. Des paliers. Hein. Des paliers, mais à un moment donné, c'est pas la même chose quand il y a un pot et qu'il faut mettre quelques centaines d'euros que quand c'est quelques milliers d'euros et que là concrètement, comme toi ça a pu t'arriver pour d'autres joueurs, ça représente une voiture, une maison, 3 mois de salaire, 5 mois de salaire, exactement. 1 an de salaire, bien évidemment. Et la décision de savoir si je paye pas, si je bluffe pas, etc. C'est une énorme limite. Et alors ce détachement de l'argent, j'ai l'impression que tout le monde n'y arrive pas, ça c'est sûr. Non, clairement. Est-ce que toi, c'était quelque chose qui a été facile, entre guillemets, justement, grâce à ce que tu as expliqué avant, peut-être Ouais, c'est du crescendo parce que au début, je faisais les plus petits tournois, plus gros, plus gros. Et j'ai eu 1 ou 2 déclics dans certains tournois où je ne regardais plus ce qui avait gagné. C'est-à-dire, je ne sais même pas ce qui a gagné parfois. Ah oui. Ouais. C'est-à-dire que je ne vois pas les différences de paliers. En fait, dans le poker, il y a ce qu'on appelle de l'ICM. En gros, comment est-ce que je peux déterminer ça ? La valeur d'argent réel de tes jetons à un moment donné ? À un moment, entre guillemets, oui. C'est-à-dire que il va y avoir une valeur de tes jetons, combien est-ce que ça vaut, combien est-ce que tu peux gagner. Et en fonction des positionnements, moins t'as de jetons, plus il faut faire attention, plus t'as de jetons, plus il faut faire agressif. On fera une incruste de la définition d'ICM. Voilà, exactement. En gros, et tout ça, ce sont des trucs qui se travaillent. C'est juste, il y a des logiciels pour ça, il y a des logiciels qui t'aident et c'est de la stratégie de jeu. Donc, une fois que tu connais ta stratégie de jeu, qui est 1 million ou 20 000 euros ou 3 000 euros à gagner, tu dois jouer de la même manière, en fait. Et toi, tu n'y penses pas ? Je n'y pense pas à cet instant T. Je n'y pense plus à cet instant T. C'est-à-dire que là, j'étais en table finale sur mon tournoi. J'allais prendre l'exemple. Ce qui est bien, c'est que c'était récent. C'était il y a 2 jours, clairement. Ouais. Et il y avait des sommes à gagner. La première personne gagnait 94 000 euros, plus 62 000, puis 45, puis 32, puis 16, puis 10. Donc, il y a quand même une énorme différence. Et le premier de la table finale gagnait peut-être 9. Donc, on est 8 à table. Le premier va gagner 9. 10 pour 1, ouais. Et le dernier va gagner, le gagnant à rester va gagner 94 000. Donc, il y a une différence énormissime. Donc, en fonction de ça, on va devoir jouer d'une certaine manière selon notre nombre de jetons. Donc, moi, ce que je vois, c'est comment est-ce que je dois jouer avec mon nombre de jetons maintenant? Comment est-ce que lui, il doit jouer? Quel type d'erreur il va pouvoir faire lui? Et donc, je vais tout faire pour que mes jetons aillent le plus loin possible. Donc, qui est 2 millions ou 30 000, je dois jouer de la même manière parce que c'est ce qui va m'emmener le plus loin possible, en fait. T'es un joueur de tournoi, très, très prioritairement, mais t'as joué aussi en cash game. T'as la même réflexion en cash game? Est-ce que pas du tout. Je suis nul en cash game. mais j'ai du mal à croire ça. Mais... En fait, je suis pas nul parce que si je veux bien jouer, je vais gagner. Voilà. C'est sûr et certain que sur du long terme, je vais gagner en cash game. Mais pourquoi est-ce que je dis que je suis nul? C'est que je suis un joueur de compétition et un joueur d'adrénaline. C'est-à-dire que le cash game, tu poses 500 euros, tu perds, tu ressors de la poche et tu les mets. Le tournoi, je mets mes jetons, on prend mes jetons, je suis éliminé. Donc en fait, il y a un truc de, c'est pas grave, au pire je perds 500, je remets 500. Donc c'est pour ça, en fait, il n'y a pas de compétition pour moi. Donc je vais pouvoir me permettre de jouer plus en dilettante. Alors qu'en tournoi, je veux pas être éliminé parce que moi, ce que je veux, c'est aller gagner tout en haut. Et non pas juste doubler mes 500 euros et gagner 400 euros. Oui, ça t'excite beaucoup moins en fait. Ça m'excite pas du tout. Et c'est là, d'ailleurs on dit, le cash game c'est plus, il y a un rapport direct à l'argent, tu sais exactement tout de suite combien tu peux gagner, tu peux t'arrêter, tu peux choisir. Tu vas au bureau 7 heures par jour en fait quand tu fais du cash game en fait. Pour moi, tu n'as pas de fluctuation en fait. Je pense même que tu peux ne pas avoir d'émotion du tout en jouant au cash game. Parce que cash game, c'est pas dépendant des autres, d'autres facteurs de tournoi, etc. ou d'ICM, comme je le disais, et de valeur de gain. C'est tu as des ranges, tu sais ce que tu dois jouer comme carte contre ces joueurs-là, et tu fermes les yeux. Et tu sais que sur le long terme, tu vas gagner de l'argent. Donc aujourd'hui, tu vas perdre 2000, mais demain, tu en gagneras 3, puis 4, puis 5, puis 6, puis 7. Et à la fin de ton mois, tu seras gagnant. Donc normalement, un bon joueur de cash game, il doit même pas être impacté. Il ferme les yeux, il fait ce qu'il fait. Très robotisé au fond. Très robotisé. Je pense qu'un robot gagne de l'argent tout le temps en cash game. Et donc en vrai, c'est ce qui me plaît le moins. C'est qu'en fait, il y a pas de vie. En fait. Alors c'est intéressant pour les gens qui nous écoutent, tu vois. C'est ce qui transparaît à travers ton discours, parce que voilà, toi, on commence par dire 3 millions de gains ici et ça, etc. Et qu'est-ce qui transparaît dans tout ce que tu dis? La compète. Voilà. Moi, ce que j'aime, c'est la compétition. Je gagne parce que je suis un compétiteur. Battre les autres, être plus fort, repousser les lignes. Voilà, c'est ça. Et je dis, c'est intéressant parce que de tous les profils qu'on peut rencontrer, etc., comme par hasard, le profil plus orienté sport de haut niveau, c'est-à-dire vraiment sur le côté les valeurs de la compétition, le dépassement de soi, se remettre en question, le travail, etc. Il y a toi, et puis tu as un coéquipier, il me semble, qui est aussi un ancien basketteur, il me semble. Joao, c'est ça. Mais Joao, Adri a joué au tennis très longtemps. Enfin, on parle on va dire, ces deux joueurs, ils font partie du top 5 mondial. C'est ça. Et ils sont
ils viennent du sport, professionnels de basket, tennis pendant très longtemps. C'est-à-dire que c'est pas anodin tout ça. Et c'est ça. On a une formation, on est formaté pour gagner. Ouais. On est formaté pour aller au bout. Et tu le vois mentalement. Enfin, que ce soit Adri ou que ce soit Joao, ils sont à table, il n'y a rien qui bouge. C'est comme si on te mettait une droite et tu faisais... Et tu reviens en fait. Moi, il n'y a rien qui se passe parce que ils savent que ce qu'ils ont fait est bien. C'est ça. Et ils vont continuer à bien le faire. Ouais. C'est quelque chose, c'est intéressant parce que j'ai utilisé ce que je connaissais de la psychologie pour aider les gens dans le poker, mais je dirais aussi que le poker a pu m'aider des fois à mettre en... Bah oui, mais carrément. Et le poker, c'est la vie. J'ai appris énormément de choses et il y a un concept que je reprends des fois, et c'est drôle, je vais expliquer ce concept des fois à des patients ou à des gens qui n'ont rien à voir avec ça, c'est result oriented. Ça, c'est un concept qui est extrêmement... Ce concept, c'est presque un concept de vie. C'est un Est-ce que tu peux parler de ça? Toi, tu en parleras mieux que moi. C'est quoi être result oriented? En fait, déjà, il y a une certaine variance dans le poker. Donc, en gros, être result oriented, c'est... On fait une action et il y a un résultat. Sauf qu'au poker, on va toujours faire une action, on va essayer de bien jouer, mais le résultat ne sera pas forcément le bon escompté parce qu'il y a ce qu'on appelle de la variance. Donc en fait, tu vas faire une énorme erreur et tu vas pouvoir gagner. Donc quand tu vois uniquement le résultat, c'est que tu es result oriented. C'est-à-dire que tu vas perdre un coup, tu vas dire « Ah j'ai mal joué parce que j'ai perdu ». Non, tu as peut-être bien joué, mais tu as perdu le coup parce que c'est les cartes et parce que ça fait partie du jeu. Et dans la vie, c'est pareil, tu vas faire quelque chose de bien, mais ça va mal se passer. Et ça va mal se passer pour toi, et donc tu vas être résulte entre guillemets en te disant ouais, ça s'est mal passé, j'aurais pas dû faire ça. Moi ça m'arrive très fréquemment, quelqu'un qui réfléchit à est-ce que je dois parler un tel, est-ce que je dois dire ci, est-ce que je dois dire ça, qui a pesé le pour et le contre, etc. Et il se trouve que pour X raisons, sa décision il l'assume, c'est exactement ce qu'il fallait faire, et il se trouve que pour X raisons, il y a des conséquences qui étaient imprévisibles, bien sûr, qui débouchent de cette action. Et moi, je reprends souvent ce concept-là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut maîtriser que ce qu'on peut maîtriser. Vous avez pris tous les éléments que vous aviez à un moment donné pour prendre votre décision. Qui vous paraissait la meilleure à l'instant T. la meilleure. Je reprends ça aussi même dans le sport, avec des sportifs, des basketteurs, etc. Et c'est pour ça, moi, j'ai beaucoup de sportifs, il y a beaucoup d'émotions qui viennent, d'émotions fortes, qui vont venir du fait d'avoir réussi ou raté. Et beaucoup moins sur la qualité du choix. Or, notamment, je travaille pas mal avec le basket notamment, mais c'est pareil, j'essaie de vraiment insister sur est-ce que le choix était bon? Est-ce qu'on peut arrêter en fait? Et du coup, je peux comprendre une émotion forte si le choix était mauvais. Et d'ailleurs, moi de mémoire, toi, c'était l'un des rares trucs qui émotionnellement pouvaient t'impacter. C'était pas le fait de gagner ou de perdre nécessairement, c'est quand tu sais que j'ai pas pris le bon choix et j'ai pas assumé ma décision. En gros, c'est très clair. Par exemple, le tournoi où je finis deuxième, j'ai perdu sur ce dernier coup-là, et c'est la seule chose, la petite amertume, parce que ma décision, je la savais que je la prenais. Je sentais au fond de moi que c'était pas bon, et j'ai pas accepté de valider ça, c'est-à-dire que j'ai fini par faire cette erreur-là. Donc pour moi, c'est pas le résultat qui importe, c'est mon erreur qui fait que je n'ai pas pris le bon choix à ce moment-là. Si j'avais pris mon choix et me dire, je pense que c'est la meilleure des choses de payer, et si là, bravo à lui, il a gagné, c'est mieux. Non, c'est pas ça. C'est je pense qu'il a gagné, mais tant pis parce que j'ai pas la force d'aller au-delà. Donc, il faut accepter, même à mon niveau, avec les années d'expérience que j'ai, de faire des erreurs. Après, il faut voir un truc. On est des êtres humains. Oui. Faut se pardonner. Ouais. Et ça, c'est primordial. Se pardonner, c'est un élément important aussi, ça, j'ai été connu. Parce que moi, pareil, je me base toujours sur mon expérience perso. Je m'en suis voulu plus dans le poker, sur quelques décisions, que quasiment tout le sport que j'ai pu faire dans ma vie. Clairement. Et ça, je me suis dit, je serai jamais un vrai joueur de poker, parce qu'il y avait un niveau de culpabilité à avoir, d'avoir joué des heures, d'avoir bien joué, d'avoir bien fait, etc. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que le tournoi, justement, à la différence de cash game, ça ne pardonne pas. C'est-à-dire que tu peux jouer très très bien pendant, même pas seulement plusieurs heures, mais pendant plusieurs jours, et sur un coup, tu fais une erreur. Bien sûr. Pour X raison, tout est fini, et alors là, tu dis, quel con, qu'est-ce que j'ai fait? Et cette culpabilité, c'est important ce que tu dis, le fait de se pardonner. Regarde, ça. J'ai joué 4 jours. Combien d'heures tu penses que j'ai joué à table sur 4 jours? 4 jours de tournoi. Je sais pas, 8 heures par jour, quelque chose comme ça. Plus. J'ai fait 50 heures de tournoi à peu près. Donc en gros, j'ai fait 50 heures de tournoi. Sur 50 heures, je sais pas combien j'ai joué de mains, mais des centaines et des centaines, voire des milliers. Et il s'avère que j'ai fait une erreur en table finale importante sur ma dernière main du tournoi. Je le sais, j'en ai conscience. Combien est-ce que j'ai fait d'erreurs sur ce tournoi? Peut-être 5, 6, 7 sur 1000 coups bien joués. C'est ça, ouais. Je suis un être humain. Je peux pas tout faire bien. L'edge et l'avantage et qui fait que je gagne, c'est que je fais le moins d'erreurs possible dans les moments cruciaux. C'est ça. Et si à ce moment-là, j'avais pas fait cette erreur, peut-être que j'aurais gagné ce tournoi. Je n'en sais rien. Au-delà de la variance, parce que la personne qui a gagné ce coup-là, il jouait 4% de chance pour gagner. Donc c'est pas grand-chose. Mais il faut accepter. Il y a eu ces 4%-là. Mais j'ai la chance encore de pouvoir m'en sortir.
Sauf que je n'ai pas pris cette chance parce que à l'instant T, j'ai pas réussi à trouver ce truc-là. Est-ce qu'il pouvait avoir alors, il y a aussi une question qu'on a réfléchi. Est-ce qu'il peut y avoir de la fatigue qui rentre en ligne de Mais compte? tout rentre en ligne de compte. Fatigue, frustration de comment se passe et comment se déroulent les choses. Parce que tu avais commencé haut, J'avais commencé très haut. Il y a des swings dans le tournoi. C'est jamais linéaire. Donc ça fait comme ça, comme ça, comme ça. Et je finis par être plus que 2. Et j'ai deux fois son stack. Donc en fait, il y a un truc de projection. Là, c'est vraiment un truc qui est très très mauvais au poker, c'est la projection. On n'a jamais gagné tant que le tournoi n'est pas fini. Si tu es là et tu dis c'est quasi sûr, je vais gagner, dans la tête, c'est mort. Tu es déjà là-bas. Jamais de la vie. Il faut être dans l'instant T, l'instant présent. Du coup, quand on est dans l'instant présent, on ne voit pas ça. On voit les jetons, on voit comment on gagne les coups, on voit comment on fait le mieux sur le moment. Donc c'est ça qui est primordial. Mais on est des êtres humains. Et à l'instant T, j'étais peut-être pas assez à ce que je faisais, alors que c'était le moment le plus important du tournoi. En fait, ce qui s'est passé dans ma table finale, c'est marrant qu'on en soit là à discuter de ça, mais en gros, j'ai démarré premier, on n'était plus que 9, j'étais chip leader. Et en gros, de 9 à 4 joueurs, ça s'est pas super bien passé. Et je me suis retrouvé dernier ou avant-dernier avec 15 blindes quand la moyenne était à 30. Et c'était le dinner break. Et je suis revenu du dinner break, je me suis dit, Jus, est-ce que si on arrête le tournoi maintenant, t'es content de ce que t'as fait? J'ai dit non, pas du tout. Comment est-ce que je remédie à ça? Comment est-ce que je fais? Ok, je vais faire ça. Je me suis imposé des choses stratégiquement. Et en une demi-heure, j'ai fait 4e, tout premier. Et je me suis retrouvé premier en 1 contre 1. Et en fait, il y a eu un truc de, je pense, avec le recul, j'ai pas encore débriefé ça, mais il y a eu un truc de, ça va, j'ai fait le taf. Satisfaction. J'ai quand même fait le taf, tu vois. J'aurais pu finir 4e, je suis là, on est en heads up et tout. Et après, les cartes étaient un peu plus en sa faveur, sans vouloir le dénigrer, parce qu'il a fait une très très belle partie. Et du coup, je pense que ça a dû me toucher un peu mentalement, émotionnellement, des coups que j'aurais pu gagner mais que j'ai pas gagné, des bluffs, etc., etc. Et je me suis retrouvé dans un coup à la fin où l'accumulation de toutes ces choses-là, plus la frustration et tout, a entraîné ces décisions-là. Mais c'est magnifique ce que j'ai fait quand même. Oui, et tu vois, je vais rebondir pour s'il y a des joueurs de différents niveaux qui nous écoutent. Voilà, vous avez l'illustration par A plus B parce que c'est comme un débrief que tu fais de ta partie. Clairement. Ce que Julien est en train de débriefer. Et donc il vient de finir 2e, il a une régularité totalement insensée dans les tournois. On est en train de débriefer, d'analyser, de décortiquer un thinking process d'une manière très cartésienne sur un coup que énormément de joueurs se seraient arrêtés à j'ai pris un bad beat. Parce que voilà, le coup, très rapidement, je crois qu'on l'a dit tout à l'heure, d'ailleurs, c'est paire de dames. Tu as une paire de dames contre quelqu'un qui a dame 10, donc déjà, rien que dès le départ, je crois que c'est un 80-20, c'est ça, je dis pas de bêtises. Moins même. Et il touche son 10 et au flop. Il y a valet 10, 2, 3, et donc voilà, et il reste plus que 2 cartes à jouer pour gagner. S'il y a un 10, il gagne et c'est tout. Et c'est ça qu'il est en train de débriefer. C'est intéressant parce qu'on est en train de parler de quelque chose qui aurait été ce qu'on dit dans le jargon, un hero fold. Ça se discute, mais pour beaucoup de joueurs normaux, c'est un hero fold. Je pense pareil, sur 99% de la population poker, c'est un hero fold. Fold 2 dames sur ce board, en heads up, dans cette configuration-là, etc. Et ça donne une idée quand même de là où tu pousses les choses dans la remise en question d'analyse avec un maximum d'objectivité. Qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête, etc. Ça donne une bonne indication, je pense, sur comment travailler. Mais je suis très très content parce que peut-être il y a 4-5 ans, j'aurais dit quel bad beat, il jouait 2 cartes, c'est horrible. Mais je n'ai pas le souvenir de m'être dit putain, il a trop chaté. Je me suis juste dit, tu dois trouver le fold ici. C'est toi qui as fait une erreur. Moi, je connaissais il y a 4-5 ans, je crois pas que tu aurais dit ça. Peut-être pas 4-5 ans, mais peut-être 7-8 ans, tu vois, mais un peu plus. Mais il y a toujours ce truc de la chance qu'il a eu, s'il n'avait pas eu ça, putain, j'aurais pu gagner. Mais là, c'était vraiment ce truc de ok, pourquoi est-ce que tu n'as pas réussi à folder? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors que ta première réaction, c'était il a toujours le 10, il faut passer. Et c'est ça qui est intéressant. Super intéressant. Alors, autre point, toujours sur la concentration. Pareil, j'en parle avec énormément de sportifs. Bon, tu sais, je travaillais avec des footballeurs de haut niveau, des baskets. Et il y a toujours quelque chose qui revient, c'est entre l'instinct qu'on a pour le jeu, avec tout le rapport au lâcher-prise, à la créativité, etc. Bien sûr. Et le côté plus cartésien. Cartésien et rationnel. Bien sûr. Alors, ça m'intéresse beaucoup parce que toi, je sais, et ça, c'est important, encore une fois, c'est très différent lorsqu'on joue sur Internet, qu'on est un joueur de live. Bien sûr. Moi, j'ai jamais apprécié Internet parce que le live, il y a une multitude d'informations qu'on n'a pas sur Internet. Je pense que c'est pareil. Toi, tu apprécies. Et puis l'interaction humaine. Bien sûr. Comment tu fais la part des choses entre ce côté un peu instinctif, je sens ça, je vois ça, puis il y a ce qu'on appelle les tells, ce qu'on peut observer dans le comportement des joueurs, dans les betting patterns. On mettra un lexique parce que ça peut être autre chose à expliquer. Où on arrive à détecter des choses. Et le côté très cartésien, c'est-à-dire là, les maths disent que je dois payer, je dois pas payer. Comment tu fais la part des choses là-dedans? Toujours un dilemme.
En fait, ça reste encore un dilemme parce que avant, c'était vraiment, j'étais toujours sur mon instinct, mon intuition. Et étant donné que j'ai un peu travaillé la théorie du jeu parce que le niveau a tellement augmenté qu'il faut comprendre ce que font les meilleurs joueurs pour pouvoir progresser, bien évidemment, et pour pouvoir essayer de les contrer. Donc, si tu n'apprends pas comment jouent les meilleurs, tu ne pourras pas faire partie des meilleurs. Donc, c'est ce que j'ai essayé de faire. Du coup, il y a un moment, il y a toujours un dilemme de qu'est-ce que je ressens à cet instant-là, qu'est-ce que la théorie me dit et comment est-ce que je prends ma décision. Et je fais partie des gens qui prônent le fait d'aller souvent vers son intuition ou vers son instinct parce que j'estime que je suis très en contact avec le mien et que il me joue rarement des tours. Mais en gros, je vais donner une sorte de niveau pour moi, c'est quand je suis fatigué, je vais plus vers la technique. Quand je suis plus en forme, je vais plus vers mon instinct parce que j'estime qu'il est plus aiguisé et qu'il sera plus juste. À quel point je le fais vraiment tout le temps, là c'est dans la pratique quand ça fonctionne bien. Il peut arriver des moments où je suis fatigué, mais je sentais un truc, vas-y, pas grave, payé. Je suis un être humain, je fais des erreurs. Mais c'est pour ça que j'aime le moins jouer le moins fatigué possible parce que c'est là où je vais faire le plus d'erreurs parce que mon intuition est pas aussi aiguisée. Et pour moi, c'est vraiment un jeu d'instinct et d'intuition. C'est ton plus gros edge. C'est un de mes plus gros edge, bien évidemment. C'est sûr. Mais c'est pas forcément l'analyse de tel ou quoi que ce soit, c'est des ressentis. Après, ça peut être de l'XP, parce que j'ai beaucoup joué. Donc du coup, j'ai inconsciemment, j'en parlais avec Davidi d'ailleurs, qui pour moi fait partie des meilleurs concernant les tels et l'analyse des profils. Davidi Kitaï. Davidi Kitaï pour eux, voilà. Et en gros, on en discutait, on parlait de ce qu'est l'instinct. Pour lui, l'instinct, c'était plus quelque chose d'XP qui est inconscient, qui est dans notre cerveau, dans le sens où on a déjà vu ces situations et notre cerveau il le sait et du coup il nous dit ça je sais, et généralement quand il se passe ça c'est que c'est ça, tu vois. Et on a aussi d'autres gens, on a eu chez Winamax on a eu une intervenante qui était Sarah Marquis, qui est une exploratrice dinguissime, qui marche à travers le monde, qui a fait 12 000 km à pied, qui a traversé la Sibérie, l'Australie, tout. Et en gros elle a des moments d'intuition où elle ressent des choses et elle pense plus que c'est le cœur. Donc en fait, il y a deux choix, c'est est-ce que ça vient du cœur, est-ce que ça vient de la tête, est-ce que c'est de l'XP ou alors est-ce que c'est un ressenti du moment. Mais quoi qu'il arrive, c'est toujours une information à prendre et à prendre en compte. Combien de joueurs me disent putain, mais en plus j'étais sûr qu'il avait, mais je peux pas passer ça. Ok, paye, donne-lui tes jetons alors. Si t'es sûr, pourquoi tu lui donnes? Oui, c'est ça. C'est-à-dire, j'entends, mais je suis pas. Exactement, mais c'est comme ce qui s'est passé moi hier clairement, tu vois. Je suis quasiment sûr que j'ai perdu, mais je lui donne. Et c'est lié à quoi? La fatigue, la frustration, et de se dire et si jamais il m'a bluffé, et si on est des êtres humains, mais le moins on le fait, le mieux c'est. On avait, il y a dans les mains légendaires du poker et Daniel Negreanu qui est très longtemps connu pour ça. Clairement, il est toujours d'ailleurs. Pour avoir des lectures extraordinaires, mais aussi très souvent pour arriver à avoir un instinct très fort qu'il était battu sur des jeux pourtant forts et de quand même payer. C'est un peu la même chose. C'est l'un des meilleurs joueurs du temps. Mais c'est exactement ça, c'est que il a l'instinct, mais en fait c'est vraiment la nuance de on pense savoir ce qui se passe, on a l'instinct, mais et si je me suis trompé? C'est ça. Et le et si je me suis trompé, il est catastrophique. Parce que le et si je me suis trompé fait que tu vas jamais te faire confiance. Et que du coup, tu sais c'est ça le pire, c'est qu'en plus tu vas aller vérifier, te rendre compte que tu avais raison, et la fois d'après tu iras revérifier. Et c'est là où tu as tout perdu, tu vois. Si tu arrives à te dire ok, je m'en fous, je pense que c'est bon, je passe, tant pis s'il avait, bravo à lui. Et ça c'est high level, tu vois. Mais c'est high level, mais pour moi tout joueur professionnel doit être à même de faire ça. On en revient là-dessus parce que connaissance de soi, travail sur soi. C'est exactement ça, la connaissance de soi, c'est primordial. Et ça, je pense, parce que à l'ère d'Instagram et de voici 3 conseils en 20 secondes pour régler ton mental, etc. Non, mais c'est ça, c'est-à-dire qu'on est à l'exact inverse de ça, c'est-à-dire que la réalité de la psychologie mentale, on utilise des termes différents pour dire la même chose. C'est l'auto-analyse, l'introspection, la connaissance de soi, arriver à comprendre qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, je suis dans le bon état mental, que je suis influencé par des choses dont j'ai peut-être pas conscience, et c'est souvent ça en fait. Le travail du psy consiste tellement des fois à simplement ouvrir la boîte, te dire regarde tout ce qu'il y a, regarde ce qu'il y a, bien sûr. Regarde ce qu'il y a et qu'est-ce que t'en penses, parce que ça j'ai l'impression que ça t'influence beaucoup quand même, plus que tu crois. Et d'ailleurs c'est souvent une prise de conscience de la personne qui est en face de toi, de te dire ouais, je pensais peut-être pas que ça m'influençait autant que ça. Alors que si. Alors que si. Et voilà, on est dans des choses complexes. On n'est pas dans des choses. C'est pour ça que je pense que tellement de joueurs, des fois, ils galèrent en disant mais pourtant j'écoute ça, j'ai lu un livre, travaille sur soi. Ce que tu dis au départ, c'est-à-dire faut se donner du temps, de se remettre en question, de travailler sur soi, d'avoir le bon interlocuteur. Clairement. Et puis alors un des derniers points que je voulais voir, parce que ça, alors là, on est sur des choses plus spécifiques, j'allais dire au haut niveau. L'environnement,
le regard des autres, jouer, filmer. Ah oui, c'est beaucoup de choses, ça. On peut démarrer sur l'environnement qui, pour moi, est primordial. Et je me rends compte avec les années. Faut s'entourer des personnes qui te poussent vers le haut, déjà. Pas des gens jaloux. C'est très, très compliqué parce que c'est un milieu où tu vas être proche de joueurs de poker et tu vas réussir, d'autres vont moins bien réussir à certains moments. Et le soutien est très, très important. Déjà, d'avoir le soutien. Et surtout, de se rendre compte que, aujourd'hui, c'est peut-être pas moi, mais demain, ça pourra être moi. Et je suis content d'épauler. Là, je bosse avec quelques joueurs que je peux citer, moi, avec Virgile, avec Nico, avec d'autres joueurs du milieu. Quand ils gagnent, je suis très content pour eux. Et je sais que quand je gagne, ils sont contents pour moi. Du coup, on se pousse vers l'avant. Si t'as des joueurs qui te tirent, c'est pas bon. En fait, quand tu veux vraiment aller loin, t'as une hygiène de vie qui est hyper importante. Il faut se reposer, il faut bien manger, il faut essayer de faire du sport, il faut être bien mentalement, il faut avoir rien d'autre qui te parasite quand t'es en tournoi. Si tu t'es engueulé avec ta meuf et que tu viens t'asseoir à table, t'es pas bien du tout, c'est mort. Et en gros, toutes ces choses-là, si ton entourage ne le comprend pas, tu ne peux pas y arriver. Donc, c'est vraiment primordial. Il ne faut pas de gens nuisibles. Catégorie. Donc ça, c'est pas évident à détecter déjà, j'imagine. Moi, je pense que c'est très évident à détecter. D'accord. À partir du moment où tu ressens que t'es pas bien avec la personne, ou que le mec te charrie trop, ou qu'il y a un truc qui est un peu négatif. Tout ce qui est négatif, c'est pas bon, ça pollue et ça sert à rien. Tout ce qui va te prendre la tête, ça Quand on dégage. réussit aussi, gérer, quand je dis l'environnement, il y avait aussi cette idée de tous les nouveaux amis, tous les nouveaux centres d'intérêt, tous les nouveaux gens qui te sollicitent. Très très dur. Ça, c'est dur à gérer. En fait, moi, j'ai toujours démarré le poker en étant un peu solitaire. Je voulais déjà rien dévoiler sur mon jeu. J'étais là pour bosser, quoi. Et au final, avec le temps, je me suis rendu compte que je passais 6, 7, 8 mois dans l'année à jouer au poker avec les gens que je côtoyais, que je ne connaissais pas. Et je me suis dit, c'est cool de connaître ces gens-là et de partager, on vit la même chose, quoi. Et si on peut s'entraider et prendre du plaisir ensemble, pourquoi ne pas le faire? Et j'ai commencé à m'ouvrir petit à petit et j'en suis très très content. Et c'est important aussi socialement parce que faut penser que c'est un jeu qui t'isole aussi. C'est un jeu où t'es tout seul sur le terrain, entre guillemets, quoi. C'est pas un sport d'équipe. Donc, du coup, avoir ce côté sociabilité, ce côté plaisir, c'est primordial pour réussir et pour être heureux là-dedans. Justement, dans le prolongement, jouer filmé pour toi qui a toujours été très protecteur de ta manière de jouer, ça n'a pas été évident. Et mentalement, comment tu t'es adapté à ça? Je m'y adapte parce que j'ai la chance de faire des tables finales, donc des tables finales télévisées. Donc forcément, je m'y adapte. Il faut le faire. Je l'accepte. J'accepte de dévoiler une partie de mon jeu. J'estime que maintenant je suis un joueur de plus en plus équilibré, donc je vais faire des choses en value et en bluff. Et donc j'accepte que ça soit vu et ça fait partie du jeu aussi. Donc maintenant il y a un next step qui peut peut-être arriver cet été où je vais certainement faire un Dans la tête d'un pro. Il faut savoir que chez Winamax, on a cette émission qui est énormissime qui s'appelle Dans la tête d'un pro où on suit un joueur professionnel sur tout son tournoi en voyant ses cartes et en écoutant ce qu'il dit et ce qu'il veut faire et pourquoi il le fait, son thinking process. Donc il y a aussi ce truc-là de je vais devoir expliquer ce que je fais, pourquoi je le fais. Et j'ai un peu d'appréhension, à la fois beaucoup d'excitation aussi, parce que c'est une série que j'ai regardée pendant des années. Il veut dire que je vais peut-être avoir la chance de le faire moi-même de l'autre côté. Je me dis juste que c'est super cool. Maintenant, ça fait partie du jeu. Ouais, c'est ça. Et je tire des avantages, je tire des inconvénients et je vois des avantages aussi. Les gens vont percevoir des choses. Je vois à l'envers et je ferai à l'envers aussi. Donc, T'arriveras toujours à tirer ton épingle du jeu. Moi, je suis pas inquiet pour toi. Je sais en tout cas que ces épisodes sont très attendus par la communauté. Tout c'est cool. Ça fait plaisir. Même autour de moi, on dit quand est-ce que Julien va le faire? Ça y est, Julien, tout le monde attend ça parce qu'on sait que tu as un esprit un peu unique dans ce milieu-là. Ouais. Non, moi, pas d'inquiétude pour toi là-dessus. Je suis à peu près persuadé que quelles que soient les informations que tu donneras, tu sauras J'espère juste que ça durera le plus longtemps possible et que je vais pas sauter trop vite dans ces épisodes. Écoute, c'est après, c'est les cartes. À voir. Ouais. Écoute, merci énormément. C'était un plaisir. Ça faisait longtemps qu'on en parlait. C'était super riche. Je pense que. J'espère que ça pourra aider surtout. Je suis convaincu. Là, après, merci de ta générosité, je dirais, dans tout ce que tu as pu expliquer, parce que je pense que ça peut aider beaucoup. C'est un milieu de passion. Il y a beaucoup de passionnés. Bien sûr. Mais après aussi, je sais, beaucoup de gens qui te posent des questions, beaucoup de gens qui se demandent comment on fait pour y arriver, etc. Et que cet aspect du mental, moi, c'est un sport cérébral, en tout cas, et d'avoir quelqu'un comme toi avec ton parcours et ton niveau de réflexion sur ces choses-là, ton expérience personnelle dans le travail sur la prépa mentale, formidable. Parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi. Et puis bonne chance. Allez, avec plaisir.